Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois que nous sommes 59 à être déjà connectés à ces matinales. Donc, je vous invite à partager dans le chat. Bonjour. Bonjour Ainoa. Bonjour Séverine. Oh, de Fécamp. La Bretagne est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. On va se laisser un petit moment pour attendre que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer cette matinale. Bonjour Laurent. Olivo de Toulouse. Bonjour Anthony, bonjour Marie-Yvonne. Que des matinaux aujourd'hui. Bonjour Joseph, un Lyonnais. Bonjour Rémi de Valence. La Drôme est là. Bonjour Sophie. Bonjour Claire. Bonjour Rémi. Nathalie. Oh Hélène, merci pour les petits cœurs. Bonjour, bonjour. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Il en continue d'arriver, donc c'est super. Bonjour dans le sud. Bonjour Christophe. Alors, bienvenue dans les matinales. Merci de nous rejoindre. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir rejoints ce matin pour assister à cette matinale avec Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet. Je voulais d'abord, avant qu'on puisse commencer cette matinale, dire merci à tous les partenaires, le groupe ADECO, Harmonie Mutuelle, l'Ordre des experts comptables de la région Rhône-Alpes, et puis la Chambre des notaires, pour pouvoir d'avoir le désir et l'engagement d'associer leur image au leadership nouvelle génération et de permettre à ce forum des leaders éclairés d'exister. Je remercie également nos partenaires médias qui sont Décideurs et le magazine Entreprendre, et puis toute une kyrielle effectivement de partenaires institutionnels engagés à nos côtés pour relayer ce forum des leaders éclairés et faire en sorte que vous puissiez vous inscrire et que vous soyez présents ce jour-là avec nous et toutes les autres matinales. Donc voilà, puisque nous sommes à peu près tous présents, je suis donc Muriel Montagnier, je dirige HMR Consulting, qui est un cabinet de conseil en organisation et management. Notre vocation depuis plus de 10 ans, c'est d'accompagner les transformations individuelles et collectives à fort enjeu humain. Et j'ai fondé plus récemment la Fabrique des leaders éclairés. C'est la fabrique qui organise aujourd'hui et pendant ces 6 prochains mois, depuis le mois de janvier, le Forum des leaders éclairés. Dans cette fabrique, nous formons les dirigeants et leurs équipes au leadership nouvelle génération. Donc, grâce à une approche qui associe des pratiques comme les arts martiaux, la musique, les chevaux, le tir à l'arc, pour accélérer les déclics de prise de conscience, à une pédagogie holistique extrêmement efficace pour permettre aux top managers de révéler leurs talents et d'accéder à leur plus haut potentiel de leader. Donc, tout un programme. Dans ce leadership nouvelle génération, donc modèle sur lequel nous développons ces compétences, on s'appuie sur 3 dimensions, un leadership de sens, le leadership de présence et le leadership de puissance. Et aujourd'hui, pour nous permettre d'explorer ce leadership ce matin, eh bien, l'une d'elles, le leadership de présence, je suis allée chercher Nicolas Sabatier parce que Nicolas, je crois très fortement que toi et tes associés incarnez complètement cette dimension de leadership de sens dans la nouvelle entreprise, aventure entrepreneuriale que vous venez de mettre en œuvre, il y a quelques mois, qui s'appelle Time for the Planet et qu'on entend de plus en plus parler. Donc, bonjour Nicolas. Bonjour Muriel. Nicolas, tu es, je vais te présenter rapidement.
et après je te laisserai la parole. Tu es entrepreneur multirécidiviste, hein, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, parce que tu es tout jeune, mais déjà, effectivement, tu as œuvré dans plusieurs sociétés que tu as créées. Donc, il y a 7 ans, tu as créé Vitacolo. Tu as commencé par une colonie de vacances éducative, je crois, sur un modèle un peu différent de ce qui existe. Puis, il y a 5 ans, ben, tu as changé carrément et c'est la qualité des entrepreneurs, hein, tu as fondé l'Athénium, alors que nos amis lyonnais connaissent très bien, puisque c'est un bar et un restaurant. J'espère qu'il rouvrira très, très bientôt, on l'espère tous. Et puis, qui fonctionne selon les principes de l'entreprise libérée. Donc là encore, effectivement, autre valeur. Et puis, une houblonnière où tu produis et tu transformes. Donc, un autre pan, là, cette fois de la production, du houblon bio, hein, si j'ai bien compris. Et puis, troisième projet, parce que tu ne t'arrêtes pas là, toi, hein, donc ça ne te suffisait pas. Il y a 2 ans et demi, tu fondes un projet fou, grande envergure, projet international, mondial, avec 5 autres amis. C'est créé sans entreprise pour sauver la planète. Rien que ça, Nicolas. Hein. Donc, écoute, avant de te laisser présenter ce projet, j'invite les participants à poser leurs questions dans le chat, bien sûr. Et puis, on va te laisser parler pendant 1h30. Et ensuite, effectivement, si tu veux bien, tu répondras aux questions que t'auront posées, effectivement, les participants aujourd'hui à la fin de ton témoignage. Voilà. Est-ce que tu es prêt, Nicolas? Je t'invite alors à répondre à 2 questions. Moi, j'ai 2 questions à te poser. La première, je t'écoute. C'est quels sont les ingrédients d'un tel projet entrepreneurial. Donc, c'est ce qu'on veut tous savoir, c'est comment ça se fait que ça marche et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Et la deuxième, quel leadership vous incarnez, parce que je parle vous avec tes associés et toi, pour mobiliser tout un écosystème composé de quelques milliers de personnes. Alors moi, je suis impressionnée par ce que vous avez réussi à mettre en œuvre. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous parler de ces 2 choses-là, en fait? Écoute, j'espère. Dimanche soir, donc, quand j'ai préparé cette courte introduction, Time for the Planet comptait 14 294 actionnaires et avait rassemblé 2 215 860 € en 14 mois. Ce matin, 24 heures plus tard, on a 164 nouveaux actionnaires et 22 020 € de plus. À cette annonce, vous vous demandez peut-être ce qu'est Time for the Planet, et c'est normal. Mais pour l'instant, on va mettre ça de côté. La seconde question qui vous vient à l'esprit, enfin, j'espère, sinon c'est une très mauvaise introduction, c'est comment est-ce possible qu'un tel projet quasiment inconnu attire autant de personnes? Alors, au risque de vous décevoir, eh ben, je ne sais pas. On n'en sait rien même, parce qu'on est 6 à pousser ce projet. Mehdi Colli, Laurent Morel, Arthur Aubeuf, Denis Gala-Garcia et Colline Debelle m'accompagnent. Bon, partez pas tout de suite parce qu'il y a probablement quand même des choses à tirer de ce moment. Si on m'a invité, c'est quand même qu'il y a des éléments suffisamment originaux dans nos pratiques pour vous intéresser et nourrir vos réflexions. Si je me permets cette légère provocation en disant que je ne sais pas, c'est tout simplement parce que, objectivement, je ne connais pas les raisons profondes qu'ont eues ces personnes pour nous rejoindre. J'imagine que leurs motivations sont aussi nombreuses que diverses. De notre côté, on a construit quelque chose qui nous paraît utile et nécessaire. On a construit quelque chose avec du sens, beaucoup de pragmatisme et tout notre cœur. Et peut-être que c'est ça qui explique, au moins en partie, comment Time for the Planet est arrivé là. Ce matin, je viens vous raconter ce qu'est Time for the Planet, comme on ne l'a encore jamais raconté à personne. Pour commencer, chacun de nous 6, on est tombé avec effroi sur ce que signifiait vraiment le dérèglement climatique. 3 chiffres qui permettent, enfin en tout cas que moi j'utilise pour quand je dois faire comprendre l'urgence de la situation. Le premier, c'est de comprendre que si à partir de d'ici la fin de la conférence, on arrête d'émettre l'intégralité des gaz à effet de serre d'origine humaine, eh bien la température de la planète continue d'augmenter jusqu'en 2050. Pendant 30 ans, si on met absolument toute l'activité humaine en pause. Il y a une inertie énorme en fait. Donc, ce qui est en train de se jouer, c'est vraiment la deuxième partie du siècle et la température à la fin du siècle. La deuxième chose importante à comprendre, c'est quand on entend parler de ces fameux plus 2, plus 3, plus 5, plus 7 degrés.
Alors, tout ça, ce sont en fait des scénarios qui sont faits par le GIEC, donc des projections. Mais on ne sait pas forcément très bien ce que signifie ce plus par rapport à quoi. Ben, je vais essayer de vous l'illustrer. Tout d'abord, effectivement, c'est un plus 2 par rapport à quelque chose. Déjà, il faut se situer à la fin du siècle. C'est la température moyenne à la fin du siècle, donc en 2100. Et par rapport à quoi? C'est par rapport à l'ère pré-industrielle, 1900. De façon même plus générale, c'est une température moyenne à la surface du globe pendant les 30 dernières années, plus précisément. En fait, il y a quelque chose d'inquiétant dans ce chiffre, parce qu'on a tendance à se dire, bon, plus 2 degrés, hein, c'est ce qui est visé par les accords de Paris, plus 2 degrés, finalement, on passera l'été de 35 à 37 degrés, c'est pas la fin du monde. Oui, sauf que c'est pas comme ça qu'il faut compter. Les scientifiques sont sympas avec nous, ils nous ménagent un petit peu, mais la réalité est plus problématique. Plus 2 degrés, en fait, il faut comprendre que c'est une température moyenne à la surface du globe. Or, au-dessus des océans, la température se réchauffe 2 fois moins vite. Donc pour nous, terriens, si on veut comprendre ces chiffres, il faut déjà doubler une première fois, passer de plus 2 à plus 4 degrés, donc de 35 à 39 degrés. Et là encore, c'est qu'une température moyenne, c'est-à-dire que si on veut comprendre les pics qui apparaîtront l'été principalement, ben, il faut de nouveau doubler. Donc d'un plus 2 degrés, on passe à plus 4 et à plus 8 degrés. Donc il ne faut pas entendre un plus 2 degrés comme un 35-37 degrés, mais comme un 35-43 degrés. Et puis, si je prends le scénario à plus 5 degrés, et c'est pas le pire c'est celui à plus 7, et il y en a même un plus 9 qui se dessine apparemment. Et ben, plus 5 degrés, de nouveau, on fait l'exercice, on double à plus 10, et on redouble pour les pics, et on passe à plus 20. Donc, on a atteint régulièrement des pics à 55 degrés l'été. Alors, 55 degrés l'été, c'est la température au Maghreb, pour que vous ayez un référentiel. Et on annonce déjà des températures à 50 degrés à Lille en 2050. Alors, je ne sais pas si vous êtes de là-haut, mais je pense que vous n'êtes pas prêt de... C'est pas habituel par chez vous, ces températures-là. Mais c'est déjà ce qui se passe. Et le troisième élément, pour bien comprendre la gravité de la situation, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positive. Alors, le nom a l'air sympa, on aime bien entendre des choses positives. Malheureusement, elles sont positives dans le sens où, lorsqu'elles s'enclenchent, elles vont réenclencher des phénomènes aggravants. Un de ces phénomènes, par exemple, c'est celui de la fonte du permafrost. Le permafrost sont des terres gelées dans le nord du continent américain et dans le nord de la Sibérie. Et dans ces terres gelées, elles renferment en fait d'immenses quantités de gaz à effet de serre, CO2, méthane et protoxyde d'azote. À mesure que la température du globe se réchauffe, ces terres fondent et libèrent des quantités de gaz dans l'atmosphère qui, à leur tour, vont accélérer le réchauffement, accélérer la fonte du permafrost, libérer encore plus de gaz, etc., etc. Il y a d'autres phénomènes comme ça, avec par exemple la disparition progressive des neiges éternelles et des glaciers, et donc de l'effet albédo. L'effet albédo, c'est cet effet qui fait qu'une surface claire va renvoyer une partie de l'énergie envoyée par le Soleil sur Terre, et donc de la chaleur, va la renvoyer dans l'espace. Donc à mesure que l'air se réchauffe, ces surfaces diminuent en surface, donc l'effet de renvoi diminue également, le réchauffement augmente, faisant fondre de nouveau ces glaces, et donc vous voyez de nouveau une spirale négative. Des boucles comme ça, dites positives, il en existe une douzaine. Donc je ne vais pas toutes vous les faire, mais c'est inquiétant. Il existe également, vous entendrez peut-être parler de boucles de rétroaction négatives. Donc celles-ci, elles sont positives pour le coup. Mais ces boucles-là, malheureusement, elles ont un effet très très faible par rapport à l'impact des boucles de rétroaction positives. La balance est très largement en notre défaveur. Donc, ça ne sert à rien, malheureusement, de s'y raccrocher. Donc, quand on a découvert, entre autres, tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres phénomènes inquiétants, forcément, on s'est mis, en tout cas nous, à dormir un petit peu moins bien. Ça prend aux tripes, ça nous a fait peur énormément. Et donc, on a accéléré un petit peu nos changements individuels, que ce soit en termes de transport, en termes de vacances, en termes d'alimentation. On a signé des pétitions, on a participé à des marches climat, on a essayé de se mobiliser en tant que citoyen et en tant qu'individu. Puis, il y avait quand même quelque chose qui nous faisait ressentir au fond de nous que ce ne serait pas suffisant. Et c'est vrai, il y a des études qui ont été faites sur le fait que tous ces gestes individuels ne seront pas suffisants. Donc, il faut agir autrement encore.
Et là, on parle d'agir, de lutter contre un problème mondial et systémique. Euh, on s'est donc dit qu'il fallait qu'on crée un projet gigantesque pour peser dans la balance et dans ce combat. Il faut que l'on crée, en tant que Time for the Planet, c'est l'objectif qu'on se fixe, 100 entreprises luttant à l'échelle mondiale contre les gaz à effet de serre, en allant modestement lever 1 milliard d'euros pour les financer. Pourquoi des entreprises pour agir sur un problème de société? C'est ça dont je vais vous parler ce matin. Alors, je vais rythmer, séquencer cette présentation par cinq phrases un petit peu choc qui sont arrivées de par notre communauté ou de par nos discussions, de nos rencontres, etc., mais qui illustrent un petit peu le thème à chaque fois. La première, c'est on prend le monde tel qu'il est aujourd'hui et on y prend tout ce qui nous paraît utile et efficace pour l'améliorer. Le premier de ces éléments, c'est à nous, les 6 cofondateurs, notre vision de l'humain, cet être pour lequel on fait tout ça. On voit l'être humain comme une source de créativité absolument incroyable, une capacité d'adaptation folle et de coopération. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que parmi les grandes problématiques du monde, la plupart tendent à être résolues. Il y a quasiment plus de guerres interétatiques. Les crises de famine ont diminué ces dernières décennies. L'alphabétisation a explosé partout dans le monde. On est au top sur tout ça. Et puis, l'humanité, il y a quand même aussi des exemples de volonté réelle de changer et d'améliorer les choses avec des résultats. En matière écologique, par exemple, on ne parle quasiment plus des problématiques des pluies acides parce que c'est quasiment résolu. Le trou de la couche d'ozone se résorbe petit à petit. Et donc, aux personnes parfois défaitistes qui nous disent que l'humain, ça sert à rien de le sauver, etc., nous, on y voit au contraire, beaucoup de raisons de le sauver, et beaucoup de signaux qui nous disent que c'est faisable. Ensuite, on a piqué dans nos valeurs personnelles parce que on s'est dit que si on montait un projet avec des valeurs qui n'étaient pas les nôtres, ce serait quand même compliqué, on se mettrait nous-mêmes en dissonance. Donc, plutôt pour être plus efficace, autant nous aligner nos valeurs personnelles avec les valeurs de Time for the Planet. Ces valeurs, il y en a 8. La première de celles-ci, et je pense qu'elle n'est pas fréquente, c'est l'amour. Nous, on se sent heureux quand les gens autour de nous vont bien. C'est vraiment quelque chose qui nous incarne. Et donc, c'est quelque chose qui va transparaître dans toutes nos relations avec des partenaires, avec des communautés, avec n'importe qui autour de nous. C'est quelque chose d'extrêmement important. L'humilité, c'est, on dit souvent, la seule chose qu'on sait, absolument, dont on est absolument certain, c'est qu'on ne sait pas tout. Donc, quand on sait ça, et ben, quelque part, on est tout à fait ouvert à la critique, on est tout à fait ouvert à la remise en question, et ça facilite aussi beaucoup de choses, ça évite beaucoup d'écueils. La troisième chose, c'est une émotion, c'est la joie. Les émotions mettent l'humain en action. D'ailleurs, la partie du cerveau qui met en action est juste à côté de la partie du cerveau qui gère les émotions. Celle qui nous a mis en action, nous, personnellement, c'est la peur. Et ce registre-là est souvent le registre qui est le plus souvent utilisé. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant, alors qu'on est déjà dans des périodes troubles et inquiétantes, d'en rajouter encore? Et on s'est dit que finalement, nous, ce qui nous animait, c'était... nous sommes des gens joyeux, on aime beaucoup rire, et donc, quitte à tous mourir dans d'atroces souffrances, autant le faire de façon joyeuse. C'est ce qu'on propose aux gens autour de nous. Le pragmatisme, c'est notre 4e valeur. Il faut absolument qu'on arrive à utiliser tout ce qui est utile pour gagner en efficacité, en enlevant des idéologies parfois. C'est vraiment là le fait de ne pas se poser de questions. Si c'est utile, faisons-le. Il y a vraiment cette notion d'urgence qui vient renforcer la nécessité d'utiliser le pragmatisme. La transparence, qui pour nous est l'arme la plus efficace contre la méfiance naturelle des humains envers les humains. On a souvent eu
Plus trop maintenant, parce qu'avec autant d'actionnaires, on nous pose moins la question, mais souvent on nous disait, il y avait un côté, mais pourquoi ils font ça? Il y a un truc qui cloche, je pense qu'ils cachent quelque chose, etc. Et finalement, ces gamberges-là, elles sont que dans la tête de nos interlocuteurs, parce que absolument tout est à disposition sur notre site internet. Et donc, on a voulu, comme ça, utiliser cette arme. Enfin, cette arme, cet outil, en tout cas, pour lutter contre la méfiance. Ensuite, la créativité, c'est une de nos valeurs, le fait de ne pas hésiter à faire les choses pas comme elles sont faites habituellement, parce qu'il y a une phrase qui dit qu'on ne résout pas un problème avec les règles qui les ont engendrées. Donc, si on veut réinventer un monde, eh ben, il faut faire preuve de créativité. La coopération, en situation d'urgence, là encore, on a absolument intérêt à coopérer avec tout le monde. On n'est pas là pour juger qui a bien fait, qui a mal fait, qui a fait quoi. Est-ce que tu es assez écolo ou altruiste pour avoir le droit de te joindre au combat écologique qui se joue? On s'en fiche. À partir du moment où quelqu'un veut contribuer à aider, il faut absolument coopérer avec lui. Et enfin, la 8e valeur qui nous anime profondément, c'est celle de l'action. C'est vraiment dans les gènes de Time for the Planet que de dire que des rapports, il y en a beaucoup, de la matière grise couchée sur des lignes, il y en a à foison dans des cabinets, sur des bureaux, mais que des rapports seuls ne suffisent pas et il faut les mettre en œuvre, ces solutions. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. J'espère que vous le verrez à travers la présentation. Ensuite, dans les deuxièmes choses qu'on prend dans ce monde, c'est la science. On choisit ouvertement de suivre la science et on se cale sur le GIEC, le groupe intergouvernemental des études sur le climat, qui est un organe issu de l'ONU. Et en fait, le GIEC, dans son dernier rapport, celui de 2014, prône donc différents scénarios et quelques pistes d'action. Donc nous, on est calé là-dessus. Ce rapport est fait par des études proposées par 10 000 scientifiques et relues par une immense communauté internationale. Si jamais vous en doutez, il faut vous en prendre à eux, mais pas à nous. C'est pas nous qui l'avons rédigé et pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus fiable dans le monde. Ensuite, dans notre monde, il y a des industries qui produisent et des individus qui consomment. Là encore, c'est peut-être une des raisons, effectivement, de pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, mais il y a peut-être également la possibilité de s'appuyer sur cette organisation pour faire opérer des changements majeurs, radicaux et rapides. Et là encore, c'est ce que je vous décrirai tout à l'heure. Ensuite, on voit la puissance publique, le pouvoir politique comme un renfort. Le pouvoir politique, il est là pour trancher, acter des décisions, et parfois, effectivement, accélérer des changements. C'est rare, en fait, que le pouvoir politique soit capable de faire preuve de créativité. En général, il est plutôt là pour acter des situations déjà validées par les sphères citoyennes. Mais on aura besoin d'eux parce que, bien évidemment, n'importe quelle réglementation favorable au changement de comportement aidera nécessairement à la résolution du problème. Et puis la dernière des choses qu'on prend dans ce monde, c'est le monde comme il est, c'est-à-dire globalisé. On voit apparaître depuis quelques décennies maintenant une sorte de culture commune à l'humanité. Et on pense que ce sera une aide absolument magique à la résolution de ce problème également, ce qui nous concerne tous. Et puis la grande opportunité de ce monde globalisé, c'est ces moyens de communication extrêmement rapides. On pense que c'est une clé, en fait, que cet outil n'a pas existé précédemment pour résoudre d'autres types de crises et qu'il y a sans doute beaucoup, beaucoup de choses à faire avec un monde qui communique de façon aussi rapide. Voilà, ça c'est vraiment le sac dans lequel on est allé piocher dans ce monde. Et maintenant, deuxième partie, cette deuxième phrase, qui j'espère résonnera, inventons de nouvelles règles, pardon, et mettons-les en œuvre immédiatement. Là, c'est quelque part les choses qu'on prend, mais qu'on change un tout petit peu
qu'on vient régler pour nous, en tant que Time for the Planet, gagner en efficacité dans notre action. Tout d'abord, c'est la place de l'argent. L'argent, on le voit intégralement comme un outil et non comme une fin en soi. Aristote, et peut-être qu'il s'est inspiré encore d'illustres de son époque, Aristote distinguait deux rôles pour l'argent. Le premier, dans ce qu'il appelait l'économie, c'est-à-dire le fait d'échanger de l'argent contre des produits, contre des services, pour répondre à des besoins, qu'ils soient individuels, familiaux ou pour les cités ou les États. Et le deuxième, qu'il appelle la crématistique, c'est-à-dire le fait d'utiliser de l'argent pour accumuler encore plus d'argent. Alors pour lui, il y avait une problématique morale dans cette utilisation de l'argent. Il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas de sens, et c'était donc amoral. Nous, en tant que Time for the Planet, on ne se positionne pas dans cet échange moral. C'est vraiment, vous allez le voir, un but de gagner encore en efficacité. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire également, enfin ce qu'on va faire, ce qu'on est, c'est de créer une société commerciale à but environnemental. Alors là, c'est clairement un changement de concept juridique. Avec Mehdi, on a fait des études de droit et en droit, ce qu'on apprend dans le code des sociétés notamment, c'est qu'une société commerciale, c'est quelque chose qui se définit comme une société qui fait des actes de commerce. Ça peut paraître un peu simpliste comme définition, mais c'est le cas. Mais la raison pour laquelle ces actes de commerce est faite n'entre pas en compte dans la définition de ce qu'est une société commerciale. Eh bien, nous, on s'est dit qu'on allait faire une société commerciale, donc faire des actes de commerce, mais que la finalité de ces actes serait une mission environnementale, à savoir lutter contre le dérèglement climatique à l'échelle mondiale. Donc, en fait, on vient reparamétrer déjà la finalité de notre entreprise. Ensuite, on a une particularité, c'est qu'on a des actionnaires qui renoncent à s'enrichir personnellement. C'est-à-dire qu'on est à but non lucratif. On sera rentable, il y aura de l'argent qui sera créé, il y aura même de l'excédent d'argent qui sera généré. Mais la différence avec une société classique, c'est que cet argent ne sera pas redistribué auprès des actionnaires. Alors, on voulait l'écrire comme ça, de but en blanc dans nos statuts, mais notre avocat nous a dit non, c'est trop risqué parce que c'est une décision de l'Assemblée générale, le fait de ne pas distribuer. Ça ne peut pas être mis statutairement. Du coup, on a demandé à notre avocat, est-ce qu'on peut mettre une condition dans nos statuts? Il a dit oui, ça, il n'y a pas de problème. Donc, dans nos statuts, vous pouvez aller vérifier sur le site de Time for the Planet, il y a écrit que Time for the Planet ne peut pas distribuer de dividendes tant que l'écart de température à la surface du globe ne sera pas revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Vu les chiffres que je vous communiquais tout à l'heure, vous savez maintenant facilement que 0 degré, c'est absolument inenvisageable. Et au moins, juridiquement, on a le droit de l'écrire comme ça. Donc, tout le monde est au clair là-dessus. Pourquoi on a fait ce choix-là? J'en parlais tout à l'heure en termes d'outils d'efficacité. C'est que ça facilite l'organisation et l'alignement des personnes qui rejoignent le projet. Et puis, on gagne en efficacité parce que comme on va être en recherche de financement quasiment perpétuel, finalement, le fait d'en distribuer, on perd en efficacité. C'est un petit peu comme si vous alliez chez votre grand-mère en vélo avec un léger trou dans votre rustine, dans votre chambre à air, pardon, et que vous partiez avec une pompe à vélo dans votre sac en vous disant « bon, c'est pas grave, je regonflerai de temps en temps ». Alors, vous arriverez bien chez votre grand-mère, mais peut-être qu'il faudra mettre un coup de pompe tous les kilomètres pour que ça fonctionne. Donc, comprenez bien que si vous aviez mis une rustine dès le début, vous auriez gagné en efficacité et en dépenses d'énergie probablement. Le quatrième élément qu'on a transformé dans nos statuts, c'est que, en ce qui nous concerne, les 6 cofondateurs de Time for the Planet, on a décidé de caper nos salaires de dirigeants. Alors là encore, il n'y a aucun jugement de valeur ou morale par rapport à d'autres pratiques. On n'a absolument rien contre les gens qui gagnent plus d'argent. Et puis d'ailleurs, certains diront que c'est encore trop. Mais on a décidé que à temps plein, les salaires des dirigeants de Time for the Planet ne pourraient excéder 4 fois le montant du SMIC. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des salariés qui gagneront plus. Et ça ne veut pas dire non plus que dans les entreprises qu'on va créer, les dirigeants ou les salariés ne pourront pas gagner plus. C'est vraiment un choix qu'on s'applique à nous 6. C'est une discussion qu'on a eue sur de combien on avait besoin pour vivre finalement, sans se priver. Et c'est ce montant-là qui est ressorti.
Donc ça aussi, je crois que c'est quelque chose d'assez rare. Et finalement, même par rapport aux lois actuelles, comme la réglementation ESUS, là, on est en dessous de toutes ces lois et on se l'applique à nous-mêmes sans qu'une loi vienne nous l'imposer. Bon, c'est bien beau, on a une mission environnementale, ça on voit à peu près comment on peut faire, mais pour être cohérent, il faut qu'on crée un indicateur de mesure qui soit en rapport avec la mission. On a créé ce qu'on appelle le taux de retour pour la planète. Alors j'imagine que vous connaissez tous et toutes le fameux TRI, taux de rendement interne. Pour ceux qui ne savent pas, finalement, si je vulgarise, c'est l'argent que je vais récupérer en fonction de l'argent que je mets. C'est ça le fameux retour sur investissement. Et donc, à Time for the Planet, le taux de retour pour la planète, c'est l'indicateur pour mesurer l'efficacité de nos actions. Si on veut lutter contre le dérèglement climatique, le facteur clé, ça va être de lutter contre les gaz à effet de serre. Et donc, il va falloir mesurer pour chaque entreprise et pour Time for the Planet en général, l'impact qu'on a sur ces gaz à effet de serre. Et le TRP, c'est un ratio entre les euros investis, entre les équivalents CO2 captés ou non émis par euros investis. Et donc, on saura année après année si on a fait mieux ou moins bien que l'année d'avant. Enfin, c'est une dernière chose qu'on met dans cette catégorie des outils qu'on transforme. Je ne sais pas vraiment, c'est presque une valeur, mais nous, on a choisi de le mettre dans cette catégorie-là. C'est d'utiliser la confiance comme règle au quotidien. Bien souvent, on a tendance à s'armer juridiquement et à se protéger très souvent parce qu'on on a cette méfiance parfois naturelle qui peut arriver. On n'aime pas se faire avoir. C'est quelque chose qui est extrêmement désagréable. Et du coup, on perd aussi, on pense, un petit peu en efficacité parce qu'à créer des chartes, des contrats, des règlements, des choses qui prennent du temps, en fait, ne vont pas transformer un méchant de Walt Disney de toute façon en personne pure. Donc du coup, on se dit, tant qu'à se faire avoir par le mec de Walt Disney, autant ne pas perdre trop de temps avec lui. Mais de l'autre côté, n'importe quelle personne qui voudrait aider, eh ben, nous retrouvera plus facilement et plus sincèrement aussi si on peut partir du principe qu'on va faire confiance aux gens. C'est quelque chose qu'on a beaucoup expérimenté dans nos entreprises précédentes et c'est quelque chose, pareil, que je pourrais aller plus en détail tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc voilà, ça c'est après ce qu'on a pris dans le monde, ça c'est tous nos petits réglages additionnels, tout notre équipement pour partir dans cette aventure. Mais là, je vais rentrer dans le cœur du sujet, celui de pourquoi on crée des entreprises. Là, la troisième petite phrase d'accroche, c'est que une idée seule n'a pas de valeur, c'est son exécution qui la rend utile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas très compliqué, hein, vous allez voir. C'est tout simplement que, imaginez qu'il y a un monde où les guitares n'existent pas et qu'un jour vous voyez une guitare. Vous avez tendance à vous dire, ah, mais c'est mon idée, ça, il me l'a piqué. Et je suis sûr que ça vous est arrivé avec plein d'entreprises qui existent autour de vous depuis votre naissance. Or, la guitare, ce qui lui donne sa valeur, c'est son existence. Simplement avoir une idée, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut finalement prendre des planches, les découper, les assembler. Et là, on a une guitare, et là, on peut en faire quelque chose. C'est comme ça qu'on voit le rôle des entreprises. Ce que va faire concrètement Time for the Planet, ce qu'elle se met en objectif d'exécution, c'est de lever progressivement 1 milliard en fédérant des citoyens, des entreprises, des associations et des collectivités territoriales. 2. Détecter 100 innovations au fort potentiel contre les gaz à effet de serre. 3. De les transformer en 100 entreprises. 4. De les financer pour qu'elles se déploient très rapidement. 5. Rendre ces innovations et les modèles économiques accessibles à tous afin qu'ils soient recopiés dans le monde entier pour accélérer leur diffusion. Quand je vous parle de détecter des innovations agissant de façon directe sur les gaz à effet de serre, il faut éclaircir peut-être un petit peu ce qu'on va rechercher. La chose fondamentale qu'on cherche dans les innovations, c'est le caractère direct de l'impact. Par exemple, si vous inventez un capteur de CO2 que vous venez brancher à la sortie des cheminées d'usine, avant, l'usine émettait dans l'atmosphère. Après l'installation de ce capteur, elle n'émet plus dans l'atmosphère. Ça, c'est direct.
côté de ça, vous pourriez avoir quelqu'un qui invente une application pour faire changer les comportements des individus. Et là, c'est indirect, parce que ce n'est pas l'application qui contribue à changer, mais le choix final d'un consommateur. Ce genre de choses, on ne le financera pas. Ensuite, il faut dresser une grille des problématiques qu'on veut traiter. Là encore, on va piocher dans le dossier du GIEC. Le GIEC nous parle de 5 domaines les plus émetteurs au monde en gaz à effet de serre. L'industrie, le transport, l'agriculture, la construction et la production d'énergie. Ces 5 domaines, ils nous donnent également 4 leviers pour agir. La sobriété, c'est-à-dire consommer moins, l'efficacité, consommer mieux, la non-émission, ne plus émettre, et la captation, aller retirer ce qui a déjà été émis. Ces 5 lignes et ces 4 colonnes nous donnent une grille de 20 problématiques, et c'est ces 20 problématiques-là auxquelles on s'attaque. Là encore, vous pouvez les retrouver très facilement sur notre site internet. Enfin, quand on pense à innovation, très souvent, on pense à haute technologie. Ce niveau de technologie ne nous importe absolument pas. Time for the Planet investira dans de la deep tech, c'est-à-dire des innovations de rupture, dans de la high tech, des améliorations poussées, très techniques, de la low tech, des innovations demandant moins d'énergie et moins de complexité, et également de la no tech, donc des innovations de services, voire même de modèles économiques. Quand on vous dit qu'on veut miser sur la création d'entreprises pour transformer des idées en produits et services, en fait, pour aller plus loin, ce qu'on veut réussir à faire, c'est de rendre les gens plus écologistes sans même qu'ils s'en rendent compte. Et pour ça, je vais prendre une histoire. Je prends l'histoire d'un climatiseur. Je vous présente Henri le mec bien. Henri le mec bien, il souffre, comme tout le monde, été après été, des îlots de chaleur en ville. Et Henri le mec bien, c'est quelqu'un de convaincu et il sait très bien que s'il achète un climatiseur, il va continuer à faire produire de l'énergie et donc indirectement des émissions de gaz à effet de serre. Donc finalement, il va empirer le problème. Donc, il est tout à fait conscient de ça, Henri le mec bien, mais la problématique, c'est que chez lui, il est en couple et il a également 2 personnes qui dépendent de lui. Il a un enfant en bas âge qui dort très mal la nuit, et puis également un beau-parent qui souffre terriblement de la chaleur. Donc au bout d'un moment, cette tension qui naît de cette responsabilité familiale fait qu'il va aller dans le magasin d'électroménager du coin et qu'il va craquer, qu'il va devoir acheter un climatiseur. Et puis là, il tombe sur un climatiseur qui est 3 fois moins émetteur en gaz à effet de serre que tous les autres. Parce que, apparemment, il y a une innovation qu'il ne comprend pas forcément, mais il y a un truc absolument génial. Alors, la chance qu'on a, c'est que Henri le mec bien, déjà, il est convaincu, puis en plus, il a des moyens un petit peu supérieurs à la moyenne. Donc, comme ce climatiseur coûte un petit peu plus cher, il peut se le permettre et il l'achète. Donc ça, c'est la première des missions de Time for the Planet, c'est faire émerger des choses qui n'existent pas et qui soient plus vertueux. Et puis, quelques années plus tard, c'est au tour de son voisin, Gérald Sancogne. Et Gérald Sancogne, lui, il vit tout seul, alors il n'a pas de pression familiale, les îlots de chaleur, il ne supporte plus non plus. Il n'a pas forcément une grande conviction écologique, voilà, il entend parler de ça, mais il ne sait pas trop ce qu'il peut faire. Et il n'a pas beaucoup de moyens. A priori, quand lui il va aller au magasin d'électroménager, c'est pas ce modèle-là qu'il prendra. Et puis finalement, quand il y va, il s'aperçoit que le modèle dont Henri lui a parlé, en fait, il est vachement accessible. Il est même plus accessible que tous les autres climatiseurs. C'est le climatiseur le moins cher. Donc il l'achète. Il l'achète parce que c'est le moins cher. En plus, il est super content. Il est aussi un peu écolo au passage. Ça, c'est la deuxième mission de Time for the Planet. C'est de faire en sorte que les produits soient achetés non pas parce qu'ils sont plus écolos, mais parce qu'ils sont plus compétitifs d'un point de vue économique. Derrière ça, il y a des entreprises. D'une part, il y a Cleanpropre, qui a produit ce fameux climatiseur nouvelle génération. Et Cleanpropre, quelque part, la différence qu'il y a eu entre quand Henri et Gérald sont allés acheter leur climatiseur, c'est que leur modèle économique, leur entreprise s'est développée et ils ont pu industrialiser le processus et faire baisser les coûts de fabrication. Parce
qui a rendu le climatiseur encore plus compétitif. Et ça a été un choix volontaire de leur part de faire baisser le prix de vente, de ne pas surfer sur le parce que c'est écolo, je peux le vendre plus cher, parce que leur volonté, c'était de pouvoir généraliser ça. Et puis ça leur réussit parce que du coup, ils sont en train de grignoter des parts de marché à leurs concurrents, Clean Carbon. Et Clean Carbon, naturellement, finalement, se retrouve face à cette obligation de changer également son modèle. D'ailleurs, on pourra leur partager l'innovation, mais ça, je vais y revenir plus tard. Le fait finalement de se faire grignoter des parts de marché va pousser naturellement par les règles du marché classiques à changer. Parce que finalement, acheter un climatiseur qui coûte plus cher et qui est plus polluant, a priori, ça intéresse quand même pas grand monde, à part peut-être un ou deux méchants dans Walt Disney. Mais voilà, ça sera un impact relatif. Ensuite, ce que propose Time for the Planet, c'est d'allier la réflexion et l'exécution en associant des profils scientifiques et des profils de créateurs d'entreprises. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est qu'à Time for the Planet, on ne va pas apprendre à des scientifiques à devenir créateurs d'entreprises. C'est un parcours qui est très long et c'est un état d'esprit qui est très différent. Pour l'illustrer, là encore, je vais essayer de prendre une petite histoire, mais volontairement, c'est un petit peu caricatural, hein, mais c'est pas si loin de la vérité. Imaginez que pour sauver le monde, il faille construire un château en Lego. Il faut vraiment imaginer, hein, mais imaginez. Pour construire ce château en Lego, on va demander aux scientifiques de le construire. On va lui donner un certain temps. Et à la fin de ce temps, quand on va revenir, bah, on va pas voir le château, mais par contre, on aura un plan absolument nickel. Rien qu'à la lecture du plan, on sait que ce serait le meilleur château fort en Lego du monde. Mais on n'a pas de château. À côté de ça, le créateur d'entreprise, lui, on va l'amener face au tas de briques. Et lui, il ne sait pas comment faire. Il n'en a jamais fait de sa vie. Par contre, son schéma mental, c'est d'essayer. Il va prendre les briques, il va essayer de les assembler. Et puis, des fois, ça va marcher, des fois, ça va être un peu de travers, des fois, ça va s'écrouler. Mais c'est pas grave, il va reprendre les briques, il va reconstruire, etc. À la fin, on aura quelque chose qui ressemble à un château, qui sera sans doute pas le château le plus solide du monde, mais c'est bien un château. Ben, nous, ce qu'on propose finalement, c'est de les associer. Et lorsque le scientifique aura rédigé la première page de manuel de construction du château, immédiatement, le créateur d'entreprise pourra passer à la construction de cette partie du château. Et dès qu'il aura fini cette partie-là, il s'apercevra que la deuxième page du plan est terminée. Le fait de travailler comme ça, main dans la main, fait qu'on va gagner du temps. Et ça tombe bien parce que du temps, on n'en a pas beaucoup, d'après ce que nous disent les scientifiques. Enfin, dans Time for the Planet, on est extrêmement nombreux en termes d'actionnaires, mais pour autant, on n'est pas forcément très démocratique dans le fonctionnement de Time. Alors, on l'est quand même, je vous rassure. Mais ce que je veux illustrer par là, c'est qu'il faut savoir que la gouvernance qu'on a trouvée, c'est une gouvernance où nous, en tant que cofondateurs, on est aujourd'hui extrêmement dilués. Alors, on a fait le dernier décompte il y a une semaine. À nous six, on possède 0,97% de l'entreprise. Pour autant, on a un poste qui fait qu'on est indéboulonnable. On a même un droit de veto, en fait, si des décisions vont à l'encontre de tout le projet que je vous décris ici. Donc, c'est un pouvoir très grand. Si j'essayais de l'illustrer de nouveau avec une métaphore, c'est un petit peu comme si on était un peu des guides de haut de montagne et qu'on emmenait un groupe avec nous pour atteindre un sommet. Ce sommet, il est commun à tout le monde, là-dessus, il n'y a pas de débat, on veut tous aller là. Par contre, nous, on connaît toutes les routes pour y aller et notre mission, en fait, c'est de trouver les routes les plus efficaces au bon moment. Si on se mettait tous à débattre de quelle est la bonne route, alors que tout le monde n'est pas forcément capable de décider laquelle est la bonne route, c'est compliqué. Par contre, notre mission, si jamais on acte qu'il faut changer de route, c'est de consulter les gens qui partent avec nous et de faire valider qu'ils sont bien d'accord pour changer de route. Donc, la gouvernance de Time for the Planet, c'est ça. Des grandes décisions d'investissement en assemblée générale et une exécution au quotidien très tranchée, très rapide par nous.
Enfin, comme on va quand même dans des domaines liés aux scientifiques et à l'innovation, s'il fallait compter sur nous pour faire de bons choix scientifiques, on n'irait pas très loin. À nous six, on a un diplôme d'ingénieur et 4 ou 5 bacs scientifiques, donc c'est quand même assez léger. Donc il faut s'entourer et il va falloir constituer un comité scientifique d'experts scientifiques, d'experts industriels, d'experts en sciences sociales pour bien vérifier que les innovations qui nous sont remontées ne sont pas des innovations dites à la géo trouve-tout avec des choses qui ne respectent pas des lois élémentaires de la physique. Et donc, il y aura besoin également d'un comité scientifique. Toute cette partie-là, donc, incarnait le pourquoi on va créer des entreprises, comment, l'exécution, les schémas mentaux nécessaires à ça. Mais je ne vous ai pas parlé de la dernière partie de l'exécution de Time for the Planet, tout simplement parce que on veut y consacrer une partie en entier. Et là, la petite catchline, c'est que Time for the Planet doit être le Wikipédia de la lutte contre les gaz à effet de serre. En fait, cette réflexion, elle est née du fait que de notre expérience entrepreneuriale, on sait que l'échec, il nous guette à chaque coin de rue. Même en ayant des super profils, des super innovations et beaucoup d'argent, on peut quand même se planter. Alors, ça limite le risque, hein, bien évidemment, mais on peut quand même se planter. Donc, on s'est instantanément posé cette question-là de comment est-ce qu'on fait pour gagner même si on échoue. De nouveau, c'est assez contre-intuitif. Mais en fait, on s'est dit qu'il fallait absolument trouver un moyen. Et ce moyen, c'est celui de partager, selon les principes de l'open source, avec des systèmes de licence libre, nos innovations et nos modèles économiques. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas trop, l'open source, les licences libres, mais si je vous dis Wikipédia, Tesla et Android, ça commence peut-être à vous évoquer des choses. L'open source, en fait, quelque part, c'est le fait de donner, de mettre à disposition les plans de ce que vous fabriquez. Tout le monde peut regarder sous le capot, etc. Et des licences libres, en fait, c'est des contrats qui donnent le droit de faire certaines choses avec votre innovation. Et c'est ça que je vais vous décrire maintenant. Et puis, je vais le faire avec un petit parallèle, encore une petite histoire filée. C'est celle de Maurice, l'inventeur de la pizza. Oui, oui, nous sommes là encore dans une expérience de pensée et il va falloir imaginer que la pizza n'existe qu'à un endroit du monde et c'est Maurice, l'inventeur de la pizza. D'ailleurs, il ne fait que la pizza margarita dans son restaurant. Et en fait, le restaurant de Maurice, il marche vachement bien. Mais à un moment, il commence à être un peu peiné parce qu'il se rend compte qu'il y a des gens avec qui il discute dans sa ville qui n'ont toujours pas pu manger sa pizza parce que en fait, son restaurant, qui est assez petit, est toujours plein et donc ils ont renoncé à ça. Maurice, il est un petit peu embêté parce que son rêve le plus fou, c'était que tous les habitants de la planète soient capables de goûter sa pizza. C'est son rêve, c'est quelque chose qui l'anime et qui le met en marche. Donc il est un petit peu embêté. Mais c'est le postulat. Ensuite, donc, le nôtre, c'est de dire que pour se développer beaucoup plus vite, pour qu'une solution puisse se répandre dans le monde plus rapidement, il faut créer nos concurrents, des concurrents. Mais en fait, on va transformer naturellement ces concurrents en alliés. En fait, le fait de donner une innovation et le modèle économique, c'est-à-dire la clé de comment tu vas t'enrichir avec cette innovation, va faire que n'importe qui dans le monde aura une source de motivation à créer une entreprise concurrente à la nôtre. On n'a pas besoin de transformer les états d'esprit des gens. On n'a pas besoin de transformer quelqu'un qui veut s'acheter la collection des 10 plus grandes villas au monde en quelqu'un qui veut sauver la planète. Parce qu'à partir du moment où cette personne va concevoir, fabriquer nos aspirateurs à CO2 dans son pays, par exemple, il va y contribuer à chaque aspirateur à CO2 qui sera installé quelque part. D'un point de vue économique, donc, on crée nos concurrents, mais d'un point de vue écologique, vous vous rendez bien compte que ce sont des alliés. Et ça tombe bien parce que les actionnaires de Time for the Planet n'investissent pas pour que Time for the Planet résolve le problème, mais pour que le problème soit résolu. Donc on ajoute ce moyen d'action dans notre arsenal pour impacter encore plus. Si je le reprends avec mon petit exemple de Maurice le pizzaiolo,
Maurice, finalement, bon, il commence à être bien chagriné parce qu'en fait, il n'a pas le temps en plus. Il n'a pas le temps, pas l'appétence, pas l'envie d'aller conquérir le monde avec une chaîne de pizza géante. Et là, tout d'un coup, il y a un Américain qui est client chez lui et qui dit que c'est absolument génial et que dans sa ville, il voudrait monter une pizzeria, il voudrait faire découvrir ça dans sa ville. Donc, il va lui donner le droit, avec une licence, il va lui donner le droit d'utiliser cette innovation, de fabriquer des pizzas et de commercialiser des pizzas dans son pays. Et puis, il va le faire également avec une cliente du Sri Lanka, un client d'Éthiopie, un client du Chili. Et petit à petit, des pizzerias et des gens partout dans le monde vont découvrir la pizza grâce à ce système de licence, donc de contrat qui autorise à utiliser et à commercialiser. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que open source, c'est pas open bar. Il y a des droits et il y a également des devoirs. Parce que finalement, le fait de dire oui, Time for Planet, vous êtes un petit peu naïf, vous allez écrire sur votre site toutes vos recettes et puis chacun fera ce qu'il veut, etc. Alors, ça nous irait hein, en soi, mais il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire, c'est-à-dire que dans un contrat, on écrit ce qu'on veut. Et chez nous, il y a deux obligations qu'on va présenter. La première, c'est l'obligation de partager l'amélioration de l'innovation qui sera faite par un concurrent auprès de tous les autres utilisateurs de la licence libre. Peut-être qu'une réflexion au Japon chez un concurrent permettra de résoudre un problème qui se passait au Pérou et donc ça va contribuer à améliorer de façon générale la solution et l'innovation. Et ça, on peut l'imposer. Le deuxième élément qui est important, c'est celui de demander à nos concurrents / alliés, de partager les mesures de CO2 et d'équivalent CO2 captés ou non émis. Parce que finalement, à chaque fois, il y a une méthode qui est proposée pour mesurer, et donc on transmettra aussi cette méthode. Et nous, on a besoin quand même un petit peu, pour nos actionnaires, effectivement, de mesurer l'impact des innovations de Time. C'est un impact quelque part indirect, parce que ce n'est pas la filiale de Time directement qui le fait, mais c'est grâce à notre innovation. Donc c'est comme ça qu'on va mesurer l'impact de l'argent mis dans Time for the Planet. Si je le reprends à l'échelle de Maurice et de la pizza, lui, ce qui va compter, c'est de savoir combien de personnes ont découvert la pizza pour la première fois dans leur vie. Et donc, il va demander à toutes les personnes à qui il a donné l'autorisation de le faire de mesurer ceci. À côté de ça, ce dont il va bénéficier, Maurice, c'est que depuis, il a récupéré la recette de la pizza texane, de la pizza indienne et puis également de la pizza hawaïenne. Que serait le monde sans la pizza hawaïenne? Donc, il en bénéficie. Ensuite, parce que ça peut paraître contre-intuitif, surtout quand je commence cette partie-là en parlant de Wikipédia, oui, être open source et rentable, ça existe. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là, mais on a un dossier que je pourrais vous faire suivre si ça vous intéresse. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en open source et qui utilisent tous les outils classiques aujourd'hui, c'est-à-dire des levées de fonds, des reventes, des capitalisations, des acquisitions de concurrents, enfin tout ce qui existe dans la sphère classique du monde de l'entreprise, et on peut le faire aussi avec un modèle basé sur de l'open source. Et je pourrais vous le faire suivre. Pour le pizzaiolo, d'ailleurs, je suis sûr que vous n'êtes jamais posé la question, lui, de sa situation économique, parce que vous avez bien compris que lui, il y avait toujours son restaurant, que son restaurant fonctionnait très bien et que ça ne posait pas de problème. D'ailleurs, il y a même des opportunités qui se sont créées pour lui. Il a développé 2 nouveaux business. Il a monté une école, parce que du coup, maintenant, comme on sait que c'est quand même lui qui est à l'origine de la pizza, du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent être formés par lui. Donc, du coup, il a cette nouvelle opportunité qui est née. Et puis, il est également, de temps en temps, il va faire des conférences aux 4 coins du monde parce que on fait appel à ses services pour parler de l'histoire de la pizza. Donc là encore, il faut bien voir qu'un modèle économique, c'est pas forcément juste celui de vendre. Il peut y en avoir d'autres différents. Donc c'est ça, vraiment, je pense, une des clés profondes et majeures de Time for the Planet, c'est de pousser et de forcer
forcer cette coopération, mais en fait, ça se fait de façon très naturelle. Et la dernière des clés dans ce qu'est Time for the Planet pour réussir, c'est que, c'est la dernière partie, Time for the Planet doit être un mouvement citoyen. Et la dernière phrase, on l'aime beaucoup, c'est « Nous sommes des milliers, soyons des millions ». Tout d'abord, le problème auquel on va faire face est un problème qui est commun à l'ensemble de l'humanité. J'en ai pas aujourd'hui, mais il existe des cartes qui montrent un peu toutes les catastrophes naturelles qui vont avoir lieu suite au dérèglement climatique. Les incendies, les ouragans, les montées des eaux, les sécheresses, les pluies trop abondantes, pardon, et donc les inondations. En gros, quand on regarde cette carte, on se dit, bon, où est-ce que je vais pouvoir me mettre à l'abri? Et malheureusement, il n'y a pas d'endroit clé. Mais bon, admettons quand même que vous trouviez des petits espaces, parce que l'humain est capable de s'adapter et de bouger, à la différence du grain de blé qui, lui, n'a pas cette capacité à bouger. En fait, le réchauffement climatique va tellement vite que les espèces vivantes auront extrêmement du mal à s'adapter, surtout le végétal. Et le blé, lui, il pourra pas bouger, hein. Le champ de blé, il est enraciné, il est bien à un endroit et malheureusement, il va cramer. Euh, et les humains, bah, eux, ils ont cette capacité à bouger. Et même si vous, vos enfants, vos petits-enfants trouveront des zones moins exposées aux fortes températures ou au froid extrême, il y a fort à parier aussi que d'autres humains arrivent sur ces endroits-là. Et donc, vous le savez, à partir du moment où il y a moins d'espace et moins de ressources à partager, ça crée naturellement des tensions entre humains. Et donc, là encore, que vous le vouliez ou non, il y a des chances que vous, vos descendants, soient exposés à ces frictions. Enfin, vous et les miens aussi, hein, mais tout le monde. Mais ce problème, donc, est commun à l'humanité. Ensuite, il faut absolument recréer des grands récits. Cyril Dion expose ça magnifiquement. Des grands récits pour se mettre en mouvement. Les grands récits qui ont mis des humains en mouvement, on les connaît à travers les mythes et légendes qui ont traversé les siècles et les mers. On les connaît à travers les récits religieux qui ont fondé des sociétés, soudé des personnes, également à travers des idéologies politiques. Alors, pas toujours pour le meilleur des choses, mais en tout cas, ces grandes histoires ont mis en mouvement des humains. Et donc, il faut absolument qu'on soit capable de nouveau de créer des grandes histoires. Alors là, je suis pas du tout en train de dire que Time for the Planet est la grande histoire qu'il faut pour le monde, hein, mais juste entre nous en interne, c'est, je pense, une des raisons qui fait que les gens nous rejoignent, c'est parce que on a envie de croire que ça pourra marcher. Nous les premiers, hein, on en est convaincus. Ensuite, troisième élément, il va falloir donc rassembler tout le monde et rester indépendant. Et là, je vais me permettre de lire un petit texte qu'on a écrit. On va donc accepter tout le monde dans Time for the Planet. Des femmes, des hommes, des étrangers, des entreprises, petites, moyennes et grosses, des associations et ONG, des clubs sportifs, des collectivités publiques, des banques et des fonds d'investissement. On va discuter avec des représentants élus, quel que soit leur bord politique. On accueillera les riches, les pauvres, les gros cons, les véganes, les boulimiques du voyage en avion, les décroissants, les utopistes et les pessimistes, ceux qui comprennent rien à l'urgence de la situation, et encore toutes les autres catégories de personnes que tu peux pas saquer. On a les nôtres aussi, si ça peut te rassurer. On aura l'OM et le PSG, le MEDEF et la CGT, Tom et Jerry, les pros et les anti-nucléaires. On mangera des pains au chocolat et des chocolatines. De toute façon, on est tous sur le même paquebot. Il n'y a plus qu'à déposer les armes et à coopérer. Ici, quoi qu'on pense ou fasse tous individuellement, on n'est pas là pour s'écharper. On est là pour construire. On se reprendra la tête si on arrive un jour à trouver une île sur laquelle accoster et si on en a encore l'envie et l'énergie. Pour l'instant, pause. On y arrivera parce qu'on sait tous au fond de nous qu'on y a intérêt, individuellement et collectivement.
Le fait de fédérer aussi largement va permettre en fait d'utiliser l'intelligence collective pour résoudre des problèmes. En fait, le but à travers ça, la stratégie, c'est de créer un énorme écosystème et qui va fonctionner, on espère, de la façon suivante. Le fait d'avoir, par exemple, je mets des grandes guillemets parce que c'est comme ça qu'ils sont perçus, mais c'est pas comme ça que nous on les perçoit, un méchant industriel qui fabrique du ciment dans nos actionnaires, fait que le jour où on a un ingénieur qui a inventé un capteur de CO2 et qu'il a besoin de le tester sur un site industriel, il est très probable que ça soit beaucoup plus facile pour nous de demander à notre associé cimentier, est-ce que tu es OK pour qu'on teste ça chez toi, plutôt que de faire le tour des portes sans être connu. Ça va nous ouvrir des portes, en fait, pour faire des tests. On pourrait aussi prendre le cas, je sais pas, d'un steak, d'une alternative au steak animal. Et finalement, ce steak-là, le fait d'avoir des distributeurs, par exemple, dans nos actionnaires, peut permettre de le tester en conditions réelles beaucoup plus vite et donc de vérifier s'il y a oui ou non une appétence et si on va pouvoir développer ce produit. On pourrait même de façon encore plus directe faire que nos actionnaires soient les premiers clients de cette entreprise et de ces steaks alternatifs. L'intelligence collective, c'est aussi le fait de pouvoir bénéficier du fait que Myriam, petit actionnaire, a une grande tante qui est une avocate extraordinaire en droit des sociétés et qui un jour nous tirera d'une épine avec un fournisseur véreux. Nous tirera une épine, ça veut rien dire, mais nous tirera d'un mauvais pas avec un fournisseur véreux. Et donc, c'est ça aussi l'intelligence collective, c'est de foisonner, de rayonner et de se connecter. En fait, pour ça, ce sera le dernier mot avant la conclusion, il faut qu'on devienne la communauté la plus active et joyeuse du monde. Cette communauté-là, en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer la réussite de cet objectif commun. L'intelligence collective, ça se définit comme la mise en commun de compétences et de connaissances pour atteindre un but commun. Et l'atteinte de ce but commun va dépendre de la qualité de l'interaction entre ses membres. Le fait de faire une communauté va permettre d'une part de fédérer plein de gens autour de mini-communautés. On va regrouper des personnes dans ce qu'on appelle des planètes qui vont représenter soit des compétences métiers comme la planète photographe, vidéaste ou juriste, des planètes qui vont être liées à des situations géographiques. On a aujourd'hui la planète Hauts-de-France, Toulouse, Bretagne, Singapour, Québec et USA. Et puis, ça peut être également des planètes qui sont regroupées autour d'appartenance à des organisations déjà existantes. Ça peut être des écoles, des entreprises ou des associations. Et finalement, là-dedans, ce qu'on va proposer à notre communauté, c'est de se connaître, d'apprendre à se connaître, de vivre des moments d'humanité forte pour que le jour où on a besoin d'un photographe à Bordeaux, eh ben, instantanément, cette communauté soit capable de détecter où elle est. C'est Thomas, le bon photographe qu'il nous faut. Cette communauté-là, finalement, va s'organiser pour répondre à deux besoins fondamentaux. La première, c'est la notoriété. Time pour réussir doit être un projet international parce que la bonne innovation se trouve peut-être au Pérou, l'entrepreneuse de génie se trouve peut-être en Inde, et puis il y a un milliardaire sénégalais qui pourrait peut-être nous aider s'il avait connaissance de notre existence. Ça, c'est le premier des éléments, se diffuser, rayonner, exister. Et le deuxième besoin, c'est le financement. Si on trouve une innovation extraordinaire, qu'on arrive à monter une équipe extraordinaire, mais qu'on n'a pas de moyens financiers pour lancer l'activité, en fait, on ne pourra rien faire. Donc ça, c'est nos deux besoins fondamentaux. Et on a chargé notre communauté, on crée une communauté basée sur un système horizontal, organique, c'est-à-dire vivant, qui s'organise tout seul, un peu comme de la pelouse. La pelouse, on ne lui dit pas où et comment pousser. Elle pousse, elle se déploie, elle s'étend. Et ben, on s'est calé sur ce modèle-là pour l'organisation de notre communauté. D'une part, donc avec le système de mini-communauté, j'avais sauté une petite partie, donc ce qu'on appelle des planètes. Et donc dans les planètes, on viendra y piocher des personnes, ressources. Donc c'est des viviers en fait de personnes. Et de l'autre côté, on appelle ça des comètes. En fait, c'est des méthodes d'organisation, de gestion de projet en équipe de façon ultra agile, c'est-à-dire quasiment sans aucun outil, où tout est basé non pas sur la réflexion, mais sur l'action.
Et donc, ces comètes, ces petites équipes projets, vont avoir la capacité à aller puiser dans les différents viviers pour aller chercher les compétences dont elles ont besoin pour réaliser leur action. Si je vous la fais avec un exemple, par exemple, on a Charlie et Mélanie qui veulent organiser une conférence Time for the Planet dans leur ville. Et donc, ils s'organisent tous les deux, ils mettent ça en œuvre, ils vont avoir besoin d'un conférencier. Donc, ils vont aller chercher parmi les fondateurs quelqu'un qui veut bien jouer ce rôle-là. On va prendre ce rôle. Eux, ils s'organisent la gestion de la salle, tout ça, la communication. Ils vont chercher un graphiste pour faire une petite illustration. Ils vont aller chercher deux personnes pour faire l'accueil. Et puis, à un moment, ils auront aussi besoin d'un photographe. Et donc, ils vont aller aussi chercher dans la planète. Et pour ça, pour ces allers-retours, pour aller chercher des compétences, on a un rôle attitré également, qui est une sorte de facilitateur. Chez nous, ça s'appelle le gluon. Et ce gluon, il est là pour faire du lien humain. Donc, il est là pour accueillir et connaître les gens. Et de l'autre côté, il est là pour aller chercher les bonnes personnes, pour les mettre aux bons endroits, là où on a besoin d'elles. Voilà, je vous ai détaillé ce qu'était Time for the Planet de façon comme on l'a absolument jamais présenté en conférence depuis 1 an et demi. C'est quelque chose qu'on travaille pour l'expliquer sous forme d'un petit livre qu'on voudrait auto-éditer pour que les gens puissent se le passer et continuer à diffuser ce qu'est Time for the Planet. Aujourd'hui, ce sera ma conclusion. Je me permets du coup de lire. Je vous ai parlé de Time for the Planet et de pratiques qui ont permis de créer cette émergence rapide. Mais pour en arriver là, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai créé d'autres entreprises, expérimenté de nombreux sujets organisationnels, appris de façon empirique les relations sociales au travail. Pour cette intervention matinale avec la fabrique, nous avons dû faire des choix et je reste sur une petite frustration de ne pas pouvoir partager une vision personnelle bien plus large des rapports entre entreprises et individus. Ma présence dans cet événement et dans ce Think Do Tank est liée au hasard des rencontres. Et vu les personnes que j'ai déjà rencontrées, ce hasard fait vraiment très bien les choses. J'aime profondément les humains et comprendre comment ils fonctionnent en société, tant d'un point de vue macro que micro, me passionne. Je rêve de trouver des organisations reposant non pas sur des cases dans lesquelles on veut à tout prix faire entrer des personnes qui ne sont pas faites pour y être, mais bien sur des personnes qui s'intégreront en créant des cases adaptées pour elles, au service d'un projet d'entreprise qui a du sens. Je veux pousser l'idée que les entreprises peuvent être bien plus que des acteurs économiques, qu'elles peuvent être au service de l'intérêt commun, des individus et de l'environnement. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous dans un autre cadre, mesdames, messieurs, et de vous faire profiter de cette expérience et des réflexions qui en ont découlé. Merci. Merci Nicolas, merci, super, super. Écoute, il y a plein de questions Nicolas, comme tu dois t'en douter. Hein. D'accord, j'aime bien ça les questions. J'aime bien ça les questions. Alors avant, écoute, merci pour cette intervention vraiment éclairante. Et puis pour nous l'avoir, comme tu dis, c'est la première fois, et puis pour nous l'avoir consacré, donc c'est un vrai honneur et merci de le faire dans le cadre du Forum des leaders éclairés, Nicolas. Je te remercie beaucoup. Ici. Écoute, voilà, il y avait une petite. J'ai invité Sophie, qui est une illustratrice qui nous accompagne, qui va nous accompagner dans ces matinales. Et elle a beaucoup été inspirée par ce que tu as dit. Donc, je vous laisse. Elle a communiqué sur le dessin qu'elle a fait en même temps que tu disais. Et puis, j'en profite pour rebondir aussi sur la chose suivante. Écoute, on parlait de leadership. Tu as présenté le projet d'entreprise, tu as expliqué la communauté, tu as expliqué comment effectivement, tu arrivais parce que ça avait du sens, à pouvoir engager toutes les personnes avec toi et toute cette communauté. Moi, j'ai retenu plusieurs choses en fait. Je vous laisse le. Merci Sophie. Alors, plusieurs choses. C'est d'abord. Nous, dans le leadership de sens, on a… Alors, attends, je nous remets en… Voilà. Dans le leadership de sens, écoute, il y a 3 choses. Il y a d'abord voir, 3 aptitudes. Et je crois que tu as développé cette capacité. Voir, ça veut dire pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde, pouvoir l'intégrer et en faire des enjeux, en fait. Donc, c'est cette capacité de voir les choses telles qu'elles sont, et de voir l'urgence climatique
tels que, comme tu dis, tu n'es pas les seuls et vous suivez le GIEC, hein, tu en as bien parlé, mais tu as déjà cette capacité d'avoir vu les choses et d'en faire une cause. Ensuite, la deuxième chose, c'est inspirer. Et ça, c'est pas moindre. Inspirer, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire en sorte que d'autres personnes y croient et de transformer cette cause en une cause beaucoup plus étendue et, comme tu disais, une cause qui inspire les gens et qui les amène à adhérer, à s'engager. Et je crois qu'effectivement, le plus beau modèle que tu as, c'est quand on voit que, et ça, je crois qu'il y a beaucoup de sociétés qui t'envieraient, l'engagement intérieur dans une société, c'est déjà pas facile, mais engager un écosystème à l'échelle planétaire tel que vous êtes en train de le faire, c'est encore plus compliqué. Donc, ça nécessite des vraies aptitudes de leadership là-dessus. Donc, capacité à inspirer. Inspirer non seulement par le sens que tu as, mais par toutes les actions que vous mettez en œuvre. La deuxième chose, et le troisième élément, c'est l'aptitude à éclairer. L'aptitude à éclairer, tu l'as dit, et j'ai beaucoup aimé ton image, tu dis qu'on est le guide de haute montagne. Donc, le guide de haute montagne, c'est effectivement celui qui va éclairer par les chemins. Et je crois que tu utilises toujours le leitmotiv, c'est « Ok, c'est bien, j'éclaire, mais pour agir, en fait. » Et éclairer, c'est d'avoir rassemblé toute cette communauté et de montrer les chemins avec des moyens très opérants, en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans la forme de leadership que vous incarnez, c'est que vous arrivez à voir les choses, en faire en sorte que ces enjeux se transforment en une cause, que cette cause déclenche l'adhésion et que cette adhésion devienne quelque chose, un mouvement beaucoup plus important pour défendre la cause. Donc ça, vraiment, je crois que Nicolas, c'est vraiment ce qu'on peut dire comme le leadership de sens tel que nous, on le perçoit dans la fabrique des leaders éclairés et tel que vous l'avez et vous l'incarnez dans ces possibilités. Donc voilà, donc merci beaucoup de pouvoir d'incarner ça dans ce beau projet. Alors maintenant, si tu veux bien, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser toutes les questions. Alors, je vais demander à Sophie, si tu veux, Sophie, est-ce que tu veux bien enlever, que je puisse mettre Nicolas pour répondre? Alors, attends, hop, on va mettre, hop, si tu veux bien enlever les PDF, Sophie, s'il te plaît, si tu m'entends, pour que je puisse laisser la parole à nouveau à Nicolas. Alors, la première question que j'avais, Nicolas, c'était pourquoi créer des entreprises et non pas avoir des salariés Time for the Planet pour développer des solutions techniques identifiées à fort impact? Voilà ce qu'on pose la question. C'est pourquoi effectivement vous avez réfléchi à créer des entreprises et pas avoir des salariés Time for the Planet et justement s'appuyer sur cet écosystème. Voilà. Pourquoi créer des entreprises? C'est Alexa qui nous pose ça et non pas avoir des salariés pour développer des solutions techniques identifiées à fort impact. Je suis désolé, je comprends pas très bien la question parce que du coup, c'est pas du tout incompatible. Au contraire, Time aura des salariés, mais Dans les entreprises. Oui, pourquoi on ne le fait pas en direct? C'est ça la question? Exactement. Je pense que c'est ça la question, c'est pourquoi tu ne le fais pas en direct et tu le fais via d'autres entreprises. Via d'autres entreprises. Pour des questions de souplesse organisationnelle, en fait, finalement, le fait d'avoir une tête, mais 20, 30 projets différents à gérer, c'est extrêmement compliqué. Donc, on donne de la souplesse et de l'indépendance et de l'autonomie à chacune des structures. Voilà, je pense que c'est ça notre question. Je suis désolé, ouais, je suis un peu perturbé. En fait, il n'y a pas de raison. C'est voilà, autonomie et souplesse, je pense. Mais... Oui, agilité, tu l'as dit déjà tout à l'heure. Pourquoi avoir créé un nouveau mouvement et pas rejoint ceux qui existaient déjà, en fait? Alors, ma connaissance, je n'ai pas de mouvement qui crée des entreprises comme nous. Mais si tu en connais, je veux bien les rencontrer. Donc, Non, mais je pense que les mouvements existants et n'étant pas ce qu'on fait là, c'est compliqué d'arriver à l'intérieur d'une structure et de la désosser de l'intérieur pour faire quelque chose de très différent. Enfin, je pense que là encore, c'est une question d'efficacité dans le déploiement parce que rentrer dans une structure, convaincre des gens qu'il faut faire aussi ça, c'est compliqué, hein. C'est comme souvent on parle
de coopération, de partenariat, etc., en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que chacun est quand même un peu sur sa mission et déployer du temps pour aider à la mission de l'autre ou pour aider sur une mission commune. En fait, on enlève du temps à notre propre action. Donc, on ne connaissait pas de structure qui faisait ce qu'on fait, donc on en a créé une. Si jamais tu en connais, Caroline, je veux bien que tu nous mettes en relation. On pose une question, est-ce qu'il y a un lien entre Time for the Planet et Time for Oceans? Je ne connais pas Time for Ocean. D'accord, ok. Après, je voudrais savoir effectivement, est-ce que… alors après, c'est pas la question. Moi, j'en avais une particulièrement. Toi, c'est quoi pour toi le leadership nouvelle génération, et là je m'adresse à Nicolas et pas forcément à Time for the Planet, ça serait quoi? En quoi vous allez incarner les choses différemment et comment tu arrives, avec le leadership que vous avez, à fédérer et à monter une communauté aujourd'hui qui est un écosystème extérieur à l'entreprise? Ça, je trouve ça extrêmement puissant, Nicolas. Quand tu as parlé des galaxies, je trouve qu'effectivement ça mérite d'être encore plus développé. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Avoir des milliers de personnes qui, comme ça, parce qu'ils ont une cause commune, réussissent à vraiment s'engager à être associés et s'engager dans des projets et à être organisés tels que vous l'avez fait, pour moi, ça n'existe pas. Est-ce que qu'est-ce qui fait et comment on fait pour arriver à ça, en fait? Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental pour pouvoir être un leader éclairé, je sais pas, mais peut-être éclairant au moins. C'est celui d'aligner une vision d'entreprise avec vos pratiques. On parle beaucoup de ce concept de dissonance cognitive, le fait de ne pas être aligné entre ses valeurs et ses pratiques. Et je pense que dans l'entreprise et dans des équipes salariales, c'est exactement ça qui a tendance à se passer. Une entreprise où il y a beaucoup de turnover, je pense que c'est parce que les pratiques de l'entreprise ne sont pas efficaces ou alignées avec les valeurs des salariés. Et je pense qu'une entreprise efficace est une entreprise qui arrivera à aligner les deux. Si je prends l'exemple de l'Athénium, par exemple, une de mes salariées, quand elle est arrivée, elle voulait juste un temps partiel et sur 3 mois. Moi, ça m'embêtait parce que je voulais reconstruire une équipe autour d'elle. Et j'ai dit, bon, bah, ok, pas de souci, je force pas, je te prends comme t'es et puis on va faire 3 mois ensemble. Au final, ça fait 3 ans qu'elle est là et on va lui donner des actions, elle va devenir associée. En fait, ce qui se passe dans son histoire, c'est que cette personne-là, qui s'appelle Juliette, euh, elle faisait ça depuis qu'elle avait 16 ans et elle était écœurée du métier. La restauration, c'est quelque chose de très difficile et il y a beaucoup, beaucoup de maltraitance. Psychologique, physique, dans une moindre mesure, mais ça peut arriver aussi. En fait, elle était un petit peu dégoûtée de son métier, alors que quand je lui ai posé une question au début de l'entretien de pourquoi tu fais ce métier et qu'elle m'a répondu j'aime les gens, moi, j'avais même pas besoin d'en savoir plus sur le fait que je voulais travailler avec elle. Parce que pour moi, la restauration, c'est un métier d'accueil, et donc quelqu'un qui aime les gens fera forcément bien son métier. Et quand on lui a expliqué un petit peu tout ce qu'on était, le fait d'être en entreprise libérée, le fait de notre ambition, par exemple, c'est de dire on est là pour rendre les gens heureux. Et l'histoire qu'on veut créer, c'est de devenir un bar mythique de Lyon. Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est chacun y met ce qu'il veut là-dedans. Puis surtout, c'est pas nous qui déciderons si on a un bar mythique de Lyon. Mais en tout cas, il y avait tout d'un coup, elle a senti un truc et elle a tellement trouvé ça étrange quand je parlais de la méfiance tout à l'heure, que quand elle est rentrée chez elle, elle a dit à sa conjointe, c'est bizarre, leur truc, ça a l'air trop beau pour être vrai. Il y a un truc qui va pas. Et sa copine lui a dit, tu me fais chier. Ça fait des années que tu cherches un truc comme ça. C'est peut-être que ça existe vraiment. Et puis bah au pire s'ils se foutent de ta gueule, bah, tu repars dans un mois et puis voilà, quoi, tu fais une période d'essai, tu vois. Et donc, comme je vous disais, bah, maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est là et elle est associée du lieu. Donc, je pense que le fait d'être aligné permet de
peut notamment redonner goût au métier à quelqu'un qui aimait ce métier-là. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental, une vision d'entreprise et des salariés. Euh, vous imaginez pas, enfin si peut-être, mais le nombre de personnes qui veulent travailler chez Time for the Planet, nous on pense qu'il y a une énorme stratégie derrière, et il y aura beaucoup de répercussions à travers la non-lucrativité. Ça va apporter plus de projets, plus d'innovation. Le monde scientifique est assez méfiant de la sphère marchande, donc c'est un critère de réassurance. Et puis pour les salariés, je pense que c'est pareil, c'est hyper intéressant de savoir pourquoi on travaille. À l'Athénium, par exemple, on fait la règle du tiers. Un tiers des bénéfices, c'est un tiers pour les salariés, un tiers pour le bar, donc le réinvestissement, et un tiers pour les actionnaires. Donc je pense qu'il y a des règles comme ça assez simples, mais qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens, qui permettraient justement de réaligner les deux. Et à mon avis, il y a des choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça à gratter et comme ça de ne plus s'inquiéter. Je connais beaucoup de dirigeants qui s'inquiètent du home office et qui comprennent pas pourquoi leurs salariés veulent pas revenir travailler dans les bureaux. Ben, moi, je pense qu'il faudrait qu'ils vous revoient un peu leurs pratiques et puis qu'ils trouveraient des réponses. Ça fait très donneur de leçons, je suis désolé, mais voilà, je peux pas m'en empêcher. Je suis sûr qu'il y a des choses à gratter là. Bon, on est dans l'authenticité. Merci Nicolas, parce que je sais que c'est ce que tu penses. Dis-moi, une autre question qu'on pose, c'est quoi la timeline pour faire ces entreprises en fait? Les financer là, Alors, déjà, aussi pour clarifier, 1 milliard et 100 entreprises, c'est pour dimensionner le projet. Qu'on ait 50 entreprises ou 2 milliards, c'est pas le sujet. Mais nous, c'est une vision qu'on a sur 20 ans. D'accord. Ok. Euh, Au démarrage, tu parlais, alors je reviens sur ce que tu disais sur bon, la vision. Vous aviez une vision très claire. Tu nous as donné plein de valeurs. Comment tu vas les faire vivre justement dans Time for the Planet? L'amour, la transparence que j'ai retenu. Comment tu les concrètement ça c'est important, hein, c'est la déclinaison de. On sait très bien que les valeurs c'est bien, encore une fois, comme tu dis, il faut les incarner. Il faut que la gouvernance l'incarne. Il faut aussi qu'elle puisse vivre, parce qu'on voit beaucoup de valeurs, et ça c'est mon expérience du métier depuis plus de 10 ans, qui c'est bien sur le papier, mais elles ne vivent jamais dans l'entreprise. Comment vous allez vous assurer que vous allez les faire vivre en fait dans Time for the Planet, en extérieur, avec l'écosystème et à l'intérieur en fait, au niveau des salariés et des entreprises? Bah, ça va se diffuser par une multiplicité de petites touches et c'est cet ensemble qui va donner une cohérence. Si je prends l'amour par exemple, il y a un truc qu'on se refuse de faire, ça peut paraître paradoxal, mais de prendre des stagiaires, dans le sens où on est tout à fait conscient qu'on n'a pas du tout de temps à leur accorder pour leur apprendre leur métier ou les faire monter en compétences. Donc plutôt que de les prendre et de les maltraiter, bah, on les prend pas. Parce que voilà, nous, on en a souffert quand on était stagiaire et on n'a pas envie de le faire. Donc, étant conscient de nos limites, on fait ce choix-là. Il y a un truc qui est rigolo, notre communauté, elle s'est organisée ce qu'on appelle le Care Center. On a des actionnaires, du coup bénévoles, qui donnent des coups de main et qui passent beaucoup d'appels de bienvenue aux nouveaux actionnaires. Donc, comme je disais, là, en 24 heures, il y a eu 164 nouveaux actionnaires. À l'origine, on avait 50 actionnaires par semaine quand on a mis ça en place. Aujourd'hui, on en a bah, voilà, entre 100 et 200 par jour. Donc, ils sont plus en capacité d'appeler tout le monde, mais il y a de plus en plus de gens qui les rejoignent. Et peut-être que c'est votre cas, mais voilà, il y a plein de gens qui passent des coups de fil juste pour souhaiter la bienvenue. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut vous aider? Non? Ok, bon, bah, passez une bonne journée. Et ça fait des rencontres incroyables. On a des super témoignages. Donc ça, je pense que c'est une petite patte d'amour aussi, parce que pour le coup, on n'a rien à gagner à ça. Ils sont déjà actionnaires, donc on vient rien chercher. Euh, dans la façon dont on accueille les gens, il y a toujours cette notion bah, d'accueil qui est présente. Prendre soin des gens quand ils arrivent. C'est le cas pour nos salariés. C'est bête, mais on a un petit salon de discussion entre fondateurs parce que bah, il y a plein de moments où on a besoin de réfléchir entre nous et donc ça, c'est pas public, par exemple, nos réflexions, parce que c'est des réflexions de travail et les prendre hors contexte, ça peut vite faire aussi des bêtises. Et on a un salarié depuis début février et en fait, depuis 15 jours, on s'est rendu compte que il n'était pas dedans et que c'était vraiment nul en fait, et parce que on avait cette peur de se dire mais peut-être qu'il va pas comprendre nos délires, nos réflexions, et donc du coup on vient de le rajouter parce que on pensait surtout
à lui. Sur l'amour, ouais, il y a beaucoup de choses. Sur des coups de main de bénévoles, par exemple, des fois, on refuse de créer des missions, même si les gens veulent aider, parce qu'on pense qu'elles sont euh, un peu maltraitantes. Enfin, voilà, il y a des réflexions comme ça. Sur la transparence, vous pouvez trouver l'intégralité de tous nos documents, compte rendu d'assemblée générale, les statuts, vous avez même le CABIS qui est téléchargeable sur notre site internet. Si un jour on a des salaires, ils seront publiés sur le site internet. La transparence, c'est lié aussi au fait qu'on peut devenir actionnaire à partir d'1 euro. Donc, si quelqu'un de l'extérieur ne nous croit pas, bah, ça lui coûte quand même pas grand-chose de venir vérifier de l'intérieur s'il pense qu'on lui cache des choses, parce qu'une fois qu'on est actionnaire, on peut littéralement, juridiquement tout demander. Mais vu qu'on le fait déjà, je vois pas trop ce que ça pourrait apporter de plus, mais voilà. Et puis, on se rend disponible toutes les semaines. On a une petite séance où on répond aux questions des gens. Et donc là encore, on est transparent. On explique la moindre question, on y répond. Et puis, si on se plante, ben, on le reconnaît aussi. Donc, je pense que ça passe par cette multiplicité de choses-là. Et les gens qui nous suivent au quotidien le voient. Et ça les rassure. Et l'humilité, comment tu vas t'assurer que que vous ayez l'humilité, même quand vous serez gigantesque et qu'il y aura ces entreprises? Euh, c'est une vraie question. C'est compliqué de le savoir à l'avance, mais en même temps, ce qui nous caractérise en tant qu'humain, c'est la simplicité. Je pense qu'elle va de pair avec l'humilité. On n'est pas attiré par les strass, les paillettes. Nous, ce qu'on aime bien, c'est prendre l'apéro avec nos copains et jouer aux cartes. Donc, j'ose espérer que ça suffise. Et sinon, je pense que le fait d'être 6 fait que s'il y en a un qui s'envole, on le rattrapera par les pieds, ou alors on le laissera partir, parce que finalement, il a le droit aussi de changer d'horizon. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'assez simple qui l'explique. Euh, voilà, et puis même entre nous, parfois sur de la communication, quand on se fait relire des supports de communication, des choses comme ça, et là on dit waouh non là c'est trop, on est les meilleurs, ça marche pas du tout, donc il y a de l'autocensure aussi de notre part. Et après, bah, si un jour on se plante, j'espère que notre communauté nous bottera les fesses. Aussi. Une dernière question. Pensez-vous créer une université Time for the Planet pour la transmission des savoirs autour de la transition? Parce qu'effectivement, d'ici 20 ans, il y aura d'autres générations. Comment vous allez transmettre ça? Ça fait partie des projets ou pas? Alors, pas des projets de time. Moi, dans mes projets personnels, c'est enseigner, c'est des choses qui m'intéresseraient. Donc peut-être, mais c'est vrai qu'avec Mehdi, il y a 12 ans, donc Vitacolo c'était 12 ans, c'était pas il y a 7 ans, mais il y a 12 ans, quand on a imaginé ce qu'est aujourd'hui Time, on se disait que on finirait par deux entreprises, une entreprise puis une pas entreprise, mais ce serait une banque qui ne prêterait que à l'économie réelle, aux particuliers et aux entreprises. Alors là, vous sentez qu'il y a 12 ans, c'était la crise des subprimes, donc on a été marqué par ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voudrait comme finalité. Et puis, une université ou un centre de formation pour sportifs. Et donc, on pense qu'il y a beaucoup de belles choses à faire à ce niveau-là. Mais non, à part voilà, ce vieux bout de rêve il y a 12 ans, c'était pas dans les cahiers de time. Voilà. De le faire. Très bien. Qu'est-ce qu'ils vont vous souhaiter, Nicolas? Et ça, c'est ma question. De la chance, parce qu'il en faut dans l'entrepreneuriat. C'est pas, il faut beaucoup travailler, mais il y a aussi beaucoup de chance. Et ça, je pense que ceux qui réussissent ont parfois pas trop l'humilité de le reconnaître. Et nous, on est tout à fait conscients de ça. Donc, le travail, on va donner, ça, c'est nous qui avons la main dessus, mais souhaitez-nous de la chance, ça nous aidera. Eh bien, on vous souhaite belle route, en tout cas, parce que c'est une vraie belle cause. Et puis, merci de t'appuyer sur l'entrepreneuriat pour pouvoir, et de tout le leadership que vous avez et que vous développez pour pouvoir sauver la planète. Parce que, comme tu dis, c'est urgent et c'est plus qu'important. Attends, il y a deux petites questions qui ont l'air très chouettes. Allez, tu Combien de peux. temps avez-vous pris pour regrouper avec vos partenaires et créer Time? Il y a eu 6 mois de maturation, de réflexion, et puis après, on a fait une première conférence publique le 5 décembre 2019. On s'est lancé dans venez, on va chercher 300 000 euros. Comme ça, on pourra parler vraiment avec les gens qui nous disent c'est pas possible, des gens qui investissent pas pour un retour financier.
Et en fait, ça a marché très vite. En 3 mois, on a rassemblé 300 000 euros. Et c'est là que c'est parti. Et puis, quand on a commencé à faire de la presse 1 an plus tard, c'est ce qui a accéléré les choses. Et il y a une autre question, entreprise libérée avec un droit de veto. Alors non, dans mon bar, j'ai pas de droit de veto à proprement parler. Par contre, à Time, il y a un droit de veto des fondateurs, mais on n'est pas en entreprise libérée. Donc voilà, c'était juste pour reclarifier où est-ce que c'était une entreprise libérée et où est-ce qu'il y avait un droit de veto. Ok, super Nicolas. Il y a encore plein de questions, mais comme on arrive à la fin, Moi, je euh, vais bien rester hein, si tu as des choses à faire et qu'il faut répondre aux questions. je vais voilà, commencer, hop, engager là-dessus. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette matinale, à cette deuxième matinale du Forum des leaders éclairés. Donc, sur le leadership de sens incarné par le projet de Nicolas et de ses associés sur Time for the Planet. Alors, je vous invite à ce que vous puissiez nous retrouver dans les prochaines matinales. Vous pouvez déjà vous inscrire sur la fabrique des leaders éclairés. Vous allez dans la rubrique événements et vous allez dans la rubrique Forum des leaders éclairés. Et là, donc, les prochaines matinales seront animées par Catherine Touvray, donc le 4 mars. Catherine Touvray est la directrice générale d'Harmonie Mutuelle. Et elle nous parlera effectivement du rôle sociétal du dirigeant, en fait. Elle nous parlera de comment est-ce qu'on peut avoir un leadership incarné, comment est-ce qu'on peut mobiliser les salariés justement en interne pour mettre à contribution une autre forme de société, puisque l'harmonie mutuelle évolue vers une autre forme de société dont elle vous parlera. Donc voilà, encore beaucoup de sujets très très intéressants et de témoignages très intéressants des dirigeants sur le leadership nouvelle génération, sur qu'est-ce qui mobilise aujourd'hui l'engagement des collaborateurs, comment on fait pour transformer nos entreprises, transformer notre leadership. Et donc, ça passe par les dirigeants et ça passe par les top managers. Donc, merci à vous tous pour votre participation et puis je vous dis à très, très bientôt. Merci Nicolas encore pour avoir accepté d'être parmi nous ce matin au final. Et puis, je vous souhaite bon vent, bonne route à Time for the Planet. Merci beaucoup. À très bientôt et bonne journée à tous. Ah, je peux